Bonjour et bienvenue sur ce dernier épisode de notre toute première série de podcasts. Bienvenue sur la chaîne des 3 fois plus puissantes. Sur cet épisode, nous allons aborder le sujet de la résilience. Cela fait absolument 5 fois que je recommence cette introduction. Il faut que vous le sachiez et que la résilience, c'est ça. C'est que de temps en temps, on n'y arrive pas et on recommence. Et finalement, d'accepter que ce ne sera jamais parfait. Alors pour commencer à aborder le sujet de la résilience, Nina va se lancer. Mais j'adore parce qu'effectivement, on n'y arrive juste pas en fait là. On essaye et on se dit il y a bien un moment où ça sera quand même bien. Et ça me fait penser à cette phrase, le succès c'est d'aller d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme. Exactement. Mais ça c'est une citation Instagram, Nina. Oui, mais tant que t'abandonnes pas, il n'y a pas d'échec en fait. C'est bien beau. Oui. Ben voilà, donc je pense que c'est nous actuellement, parce que comment vous dire qu'on a encore jamais vécu ça dans un podcast, dans un enregistrement, de recommencer autant de fois, et pour plein de raisons différentes. Mais sachez qu'on est là, résiliente, plus forte que jamais, plus puissante. 3 fois plus puissante finalement. Donc pour revenir sur la résilience qu'on est en train de vivre, et du coup expliquer un petit peu à plus large échelle, moi je le vois comme une transmutation de nos épreuves et de nos blessures. C'est-à-dire qu'on l'a détaillé dans les podcasts précédents, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. On peut vivre beaucoup de choses très compliquées. Mais qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on en fait et quel est le but de tout ça ? Finalement, est-ce que c'est pas d'en retirer une certaine sérénité, de retrouver une certaine paix, un amour de soi ? Et ça, pour moi, c'est la résilience, en fait. C'est cette étape où, à partir de nos épreuves et de nos blessures, on arrive à en retirer ces choses bénéfiques, ces choses beaucoup plus justes en fait que juste s'arrêter à ce qu'on vit. Alors ça demande du travail, ça demande un certain chemin et en fait ça fait penser à cette vidéo de Boris Cyrulnik qui est dans un des chapitres en fait de mon école de communication animale dans laquelle j'enseigne, et en fait il explique que on peut pas juste dire que la résilience c'est génétique, qu'il y ait des individus qui soient naturellement plus résilients que d'autres. Alors ça serait simple et ça serait trop chouette pour certains de dire non, moi je peux pas me remettre de la mort de la grand-mère aussi bien que toi parce que naturellement je suis moins résilient. Non, il y a effectivement une part génétique, mais en fait elle est très faible dans l'impact sur notre capacité de résilience. Ce qui en fait s'avère être assez énorme comme facteur sur l'influence de la résilience, c'est notre volonté. Notre volonté dans notre vie à mettre en place des choses qui vont nous permettre d'aller mieux. C'est ce qu'on va faire, nous, notre environnement, c'est-à-dire nous, mais aussi les autres, mais ça on en parlera un petit peu après. Qu'est-ce qu'on a en main pour transmuter l'épreuve ? C'est pas l'épreuve en elle-même qui va faire votre capacité de résilience, c'est pas la génétique en elle-même, ça c'est vraiment qu'une faible part. C'est ce que vous allez en faire, en fait. On dit c'est pas les événements de la vie qui font la vie, c'est ce qu'on en fait. Et quelque part, ouais, pourquoi pas considérer les choses comme ça ? Mais je sais qu'on a toutes une vision ou un point de vue un peu différent là-dessus. Donc, est-ce que Sophie, tu veux toi nous parler de ta vision de la résilience ? Alors moi, ma résilience ce matin, c'est de constater que effectivement, pour qu'on entende tout le monde correctement dans cet épisode, le micro soit très éloigné de moi et bien plus près de vous. Je dois donc me résilier sur le fait que j'ai une voix qui porte et que c'est comme ça. Plus sérieusement... Je t'interromps, inversement, je dois me résigner sur le fait qu'effectivement, moi aussi, d'ailleurs, c'est pas résigner, et moi je vais en parler, il y a une différence résignation-résiliation. Ah ouais. Mais que moi aussi, j'ai ma voix qui porte tellement pas que je suis obligée d'avoir le micro beaucoup plus près de moi, inversement. Intéressant, du coup, 2 points de vue et Ouais. deux façons de voir la chose de manière différente. Certaines personnes comme moi se diraient qu'elles ont la chance de pouvoir être bien entendues même en étant très loin, et d'autres comme toi pourraient se dire que elles ont besoin d'être beaucoup plus près pour être entendues. Enfin, c'est pas mal. Elle est intéressant cette matérialisation des choses dans nos vies actuelles. Moi, la résilience, ça rejoint un petit peu la définition que tu viens d'en donner. Ah oui, excusez-moi, je fais une parenthèse, mais qu'est-ce que je suis incroyable aujourd'hui. Non, on plaisante parce que j'ai justement tiré les cartes en introduction de ce podcast à mes amis et je me trouvais parfaitement connectée. La résilience, pour moi, c'est le fait d'accepter la situation telle qu'elle est. Donc je reprends un petit peu tes propos, hein, Nina. C'est aussi le fait de lâcher prise et le fait de s'aimer sans condition. Pour moi, la résilience, elle est directement reliée à l'amour de soi, dans le sens que dès lors qu'on accepte que les choses sont telles qu'elles sont et que nous sommes ce que nous sommes, peu importe où on se trouve sur notre chemin d'avancée
spirituel, professionnel, amoureux, sportif, etc., plus on a cette capacité d'être en paix avec ce que nous sommes sur l'instant présent, pour moi, plus on est dans la résilience. En fait, pour moi, la résilience, ça se lie, ça se rattache à la plénitude, si on peut... encore la plénitude, c'est un vaste sujet, mais en fait, c'est à l'acceptation de soi et des choses. C'est le présent, pour moi, la résilience. C'est quand, en fin de compte, tu dis, ok, ça s'est passé comme ça, j'ai vécu ça, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mon ami est comme ça, mes enfants sont comme ça, les gens qui m'entourent sont comme ça, et les choses sont ce qu'elles sont. Et dès lors qu'on arrive à accepter que les choses sont ce qu'elles sont, on se libère d'un énorme poids. Pour moi, résilience, c'est amour, c'est libération, c'est acceptation, c'est présent. Voilà, si je devais donner une définition de la résilience. Ouais, je te rejoins totalement, Sophie, sur cette définition. Moi, j'avais noté surtout acceptation. Et je suis totalement d'accord avec toi sur l'idée du moment présent aussi. C'est vraiment le retour à ok, là, maintenant, comment est-ce que j'ai envie d'être et de me sentir, et qu'est-ce que je fais de tout ça. Et je voulais revenir aussi, du coup, sur ce terme de résignation. Ouais, merci. Ouais. Qui est assez proche, en fait, de résilience, et qu'on confond souvent. Et quand on entend résilience, parfois on dit « Ouais, mais j'ai pas envie de me résigner. » Non, ça n'a rien à voir. Se résigner, ce serait en fait avoir envie d'autre chose, mais ne pas s'autoriser à le faire parce que finalement on se trouve pas suffisamment puissant, ou on se dit « Non, mais il n'y a pas de solution, donc du coup je me résigne. » C'est plutôt vraiment une absence de mouvement, une absence de mouvement vers l'amour. Et plutôt même une acceptation version abandon. Finalement, je laisse tomber, donc je vais pas aller chercher en moi les ressources pour mieux me comprendre. Ça, c'est la résignation. Ouais. La résilience, c'est déjà accepter d'aller voir ce qui se passe en soi, accepter de le transmuter, comme tu as dit, et d'en faire quelque chose de positif pour nous à un moment donné. Attention, ça veut pas dire je ressens de la tristesse, du coup je le transforme en quelque chose de positif tout de suite. Non, c'est accepter que ce soit là, accepter de vivre cette douleur dans le moment présent, c'est aussi quelque part s'offrir la possibilité, oui, de vivre un moment qui est désagréable, une forme de souffrance, mais dans le positif. Et ça c'est quelque chose qu'on ressent une fois qu'on est dans ce stade de la résilience, c'est être capable d'endurer une forme de souffrance, c'est vrai, tout en étant bien à l'intérieur quand même. C'est très particulier comme type d'expérience, et j'en ai déjà parlé dans les podcasts qu'on a réalisés avant de ces sentiments différents et de vivre ces émotions d'un autre point de vue. Et c'est vrai que quand on les vit du point de vue de la résilience, de l'acceptation et de l'amour, tu as mis le terme, Sophie, je suis totalement d'accord avec toi, quand on les vit de ce point de vue-là, on les vit d'une autre manière, on les ressent d'une autre manière. Moi, j'arrive à être triste aujourd'hui, heureusement et malheureusement pour moi, je vis de la tristesse qui est normale, je nettoie. En fait, la tristesse, c'est vraiment ce passage entre un état à un autre. On a besoin d'être triste pour faire un deuil et pour comprendre qu'il y a des situations qui ne pourront pas être changées par une action de notre part. Voilà, il y a des choses qu'on doit accepter. Quand quelqu'un est décédé, on ne peut rien faire pour le faire revenir. Quand une situation s'avère être avec quelqu'un, par exemple, conflictuel, et qu'on réalise qu'on ne peut pas changer cette personne, qu'on ne peut pas faire en sorte que cette personne devienne d'un coup plus compréhensible, plus gentille, ou lâche prise sur des sujets, on est triste, parce qu'on ne peut rien y faire. Et donc le corps, il nous envoie une énergie qui nous permet de nous dire « Ok, tu ne peux pas faire, accepte. » Mais par contre, tu peux agir sur toi. Tu n'es pas responsable, par exemple, de cette situation et de l'impossibilité d'action, mais apporte-toi de l'amour et vois cette situation du point de vue de la résilience, de cet angle-là que tu as à ta disposition pour comprendre, prendre conscience, comprendre, accepter et utiliser ton énergie pour avancer et apporter de l'amour dans ta vie encore plus, mais sur d'autres sujets, d'autres domaines. Mais celui-ci, malheureusement, tu peux plus agir. Dans le cas de la tristesse, on est d'accord qu'on peut aussi être résilient dans le cas de la colère et comprendre que, il y a des moments où il faut agir, au contraire, et que la résilience, c'est aussi se dire, j'ai pas envie de me confronter à cette situation, mais je vais y aller quand même, parce que j'en ai besoin pour moi. Donc je vais aller dire mes 4 vérités à cette personne, ou je vais m'affirmer, je vais utiliser les outils que j'ai dans ma boîte à outils pour poser des limites, etc.
Mais donc, je vais agir. La résilience, c'est vraiment, pour moi, ce point de vue qu'on prend face à la vie, de se dire, ok, je suis là, avec moi, je m'apporte cet amour et cette capacité d'acceptation par rapport à l'événement, je me remets dans le moment présent, qu'est-ce que je fais de tout ça ? Et je pense aussi que c'est important de préciser que, en fait, on en parlait tout à l'heure, la différence peut-être avec la guérison. Moi, de mon point de vue, la guérison, il y a un côté très médical, il y a un côté très... t'as une maladie, tu guéris, ça veut dire que t'as plus de maladie. Pour moi, on peut pas guérir d'une blessure, on peut pas guérir d'une blessure d'injustice, on peut pas guérir d'une blessure d'un traumatisme qu'on a vécu. Parce qu'en fait, on peut pas effacer ce qu'on a vécu, tout simplement. Dans l'énergie, ça a été présent, ça a été inscrit. Ça veut pas dire qu'on peut pas agir dessus. Effectivement, on va pouvoir faire des thérapies qui vont nous permettre d'aller apaiser cette blessure. Quand elle est inscrite dans une dimension mentale, par exemple, c'est très utile de parler. Quand c'est inscrit dans une dimension énergétique, c'est très utile d'aller voir des énergéticiens qui vont aller agir sur les fameux points dans l'énergie qui peuvent être touchés par ça. Mais est-ce que ça veut dire que la résilience, c'est une fois qu'on a compris notre blessure, qu'on a enlevé les couches de l'oignon et qu'on a trouvé cette paix intérieure, est-ce que ça veut dire que du coup on n'a plus jamais cette blessure dans notre vie ? Non. En tout cas, de mon point de vue, non. Et d'après mon métier, d'après mon expérience de vie propre, d'après beaucoup de choses, je me rends compte que c'est même dangereux de me dire que j'ai guéri d'une blessure. Parce qu'en fait, ça m'est arrivé. Moi, j'ai une petite tendance sauveur. Voilà. On en parlait dans des précédents podcasts. Mais toutes les trois. Et toutes les trois, on va pas se mentir. Chez les thérapeutes, c'est... Mais on en a conscience. Donc, quelque part, c'est un peu ce qui nous sauve. Sauf que... je me suis dit, ok, j'ai été testée pas mal de fois sur mon côté sauveur avec mes consultants. J'ai appris à poser mes limites. Est-ce que ça veut dire que ça ne reviendra pas me chercher dans ma vie ? Non, parce que je pense que j'ai besoin de voir cette blessure en long, en large et en travers avant d'accéder à peut-être une résilience, une guérison, si je puis dire. Mais vis-à-vis de mes proches, cette blessure, elle est ressortie. Et je m'en suis pas rendu compte parce que dans ma tête, je me suis dit, mais c'est bon, moi, le sauveur, je l'ai travaillé en fait. Donc ça peut pas être ça qui revient dans ma vie. Et je me rends compte que quand on croit qu'on guérit d'une blessure, c'est dangereux, parce qu'on devient aveugle à elle quand elle se représente à nous. Donc mieux vaut se dire, ok, dans ma vie, j'apaise certaines choses. Je peux faire des thérapies, voilà, nous on est thérapeutes, on propose ça en fait, on propose cette aide pour des personnes pour arriver à cette résilience. Mais on n'a pas de baguette magique qui vous, d'un coup, libère d'absolument tous vos fardeaux, toutes vos blessures. Déjà, ça c'est une responsabilité pour nous qui n'est pas juste. Mais surtout, ça vous enlève, vous, votre capacité d'action pour les moments où ça va revenir. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. En fait, on s'est incarné pour expérimenter. Et c'est pas forcément que des trucs hyper agréables. Il y a aussi des moments désagréables, mais qui viennent apporter tout autant de bénéfices. Seulement, comment les traverser, ça, c'est ce qu'on peut vous apporter. Le comment, en fait, en tant que thérapeute. Comment on peut vous apporter ces choses-là ? J'aime dire, moi, à mes consultants, avec qui, par exemple, dans les animaux vont soulever une blessure d'injustice, un traumatisme de l'enfance, et il y a des consultants qui me disent « je comprends pas pourquoi mon animal dit ça, parce que moi, je l'ai déjà travaillé, ça, c'est bon, je l'ai compris. » Et je leur dis « Vous savez, vos blessures et vos traumas, c'est pas des bagages que vous pouvez mettre en soute, c'est des bagages cabine. Donc, vous les transportez de A à Z avec vous sur le voyage de la vie. Et par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut apprendre à les faire rouler. » En fait, il y a des fois, le bagage, il sera un peu lourd et les roues, elles vont... et on sent que c'est dur. Je dis, là, vous pouvez avoir toute une panoplie de ressources, que ce soit en vous, en vos proches, ou grâce à des thérapeutes, qui vont mettre de l'huile sur les roues, qui vont enlever un petit peu d'habit dans les bagages pour que vous rouliez à nouveau. Et puis peut-être que quand vous arriverez devant, à nouveau, un portique de sécurité, ça sera encore un peu lourd. Et hop, on va refaire appel à quelqu'un pour venir apaiser et continuer de faire rouler la valise. Mais voilà, moi je pense que c'était important d'apporter aussi ça. Ouais, en fait, je vais pouvoir... Merci Nina, Ashley, parce que je vais pouvoir rebondir et j'ai conscientisé des trucs en vous écoutant, c'est merveilleux à chaque fois. J'avais envie de faire la comparaison entre résilience et fuite, parce que parfois on a tendance à croire qu'on est dans la résilience, alors qu'en réalité on est dans un système de fuite, et quand on veut pas voir, on ne veut pas voir. Je vais prendre un exemple tiré au hasard de mes connaissances personnelles, mais... j'ai une connaissance, un couple que je connais qui a vécu une tromperie, trahison multiple, tromperie multiple, et qui ont décidé de déménager à l'autre bout du monde pour reconstruire leur vie. Et il y a beaucoup de gens qui les félicitent indirectement en disant oui, c'est beau ce qu'ils font, ils sont dans une forme de résilience, ils remettent tout à zéro et ils vont reconstruire ailleurs. Alors,
je vais pas les juger pour la manière dont ils vivent la vie qu'ils ont à vivre, leurs épreuves, etc. Par contre, il est évident qu'en les observant depuis l'extérieur, avec mon regard humain, thérapeutique, spirituel, peu importe, mais ça c'est encore autre chose, c'est pas en allant à 8000 km que tu vas régler ce que tu n'as pas réglé. Et c'est un petit peu comme l'échange qu'on a eu ce matin en off avant d'enregistrer ce podcast, où je parlais d'une expérience personnelle où je me suis sentie en danger dans ma relation, puisque je vous l'annonce de manière officielle dans ce podcast, je suis enfin en couple. J'ai le nez qui se débouche au moment où je dis ça, c'est incroyable. Et j'ai été amenée à vivre là dans les 24 dernières heures une confrontation entre moi, la personne avec qui je vis, et une tierce personne qui a fait ressortir des blessures chez moi que je pensais en théorie avoir parfaitement réglées avec mes consoeurs, avec d'autres thérapeutes, avec ma meilleure amie, parce qu'on a étudié en long et large et en travers toutes les erreurs, toutes les expériences, pas les erreurs, les expériences que j'ai vécues en couple jusqu'à présent. Mais il y a un fossé entre la théorie et la pratique, et que je me suis retrouvée donc confrontée à une situation. Et cette tierce personne, j'ai dit, dans ces cas-là, je n'ai qu'à plus la voir, en fait. Celle qui a réveillé la blessure en moi, qui m'a ramenée à mes propres peurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je pense que c'est assez bien expliqué. Et on m'a dit, mais de toute façon, si tu fuis cette personne, on va t'en renvoyer une autre. En fait, tant que vous n'êtes pas dans l'acceptation, donc dans la résilience, que ok, cette personne vient réveiller une de vos blessures et vous avez le droit d'être réveillé. C'est pas parce que vous avez fait 4 ans de pratique après votre divorce, là je parle de mon cas, mais appliquez-le à votre quotidien à vous, que vous devez être parfait, que ça va pas revenir. En fait, c'est ce que tu dis, les bagages ils sont dans l'avion tout le long. La résilience, c'est ce qu'on fait de ces bagages en fait. C'est de quelle manière on traite ces bagages. Est-ce qu'on les accepte ou est-ce qu'on les met en soude parce qu'on n'a pas envie de les voir? Et moi, j'ai pas envie qu'on me renvoie une autre tierce personne. J'ai envie d'accepter que quand mon mec rigole avec quelqu'un, ça vient toucher ma blessure de trahison. Et encore plus si cette tierce personne a un passif qui me rappelle mon propre passif, etc., etc. Et que parce que moi, j'ai pas confiance en moi ou en la personne que j'ai été, je vais reprojeter ça sur mon mec ou la tierce personne. Parce que si je fuis ça et que je me coupe avec mon mec ou avec cette personne-là, on va me ramener exactement les mêmes personnes dans ma vie sous une autre forme et je vais refaire ça jusqu'au moment où je vais dire « Ah, mais peut-être qu'il faut juste que j'accepte que les gens sont tels qu'ils sont et que je suis telle que je suis. » Voilà, et dès lors que je le dis en rigolant parce que c'est ma spécialité chez moi de croire que parce que je suis très bonne théoriquement, je vais être excellente en pratique. Non, la vie c'est une pratique constante et les bagages sont avec nous dans l'avion. Et voilà, pour moi la résilience c'est d'accepter de prendre conscience de ces bagages et c'est comment tu traites ces bagages. Est-ce que tu les fous en soute ou est-ce que tu les regardes en te disant c'est ma petite valise, je l'aime ma petite valise, c'est une petite valise rose toute girly, toute fluo que j'aime. Cette valise c'est moi en réalité, mes bagages c'est moi. Du coup, ça me fait rebondir tout de suite sur un autre exemple que j'ai, et notamment sur la vie de couple, parce que j'accompagne des couples ici en séjour avec mes chevaux, et c'est absolument incroyable que tu aies lancé là-dessus, parce que ça a fait ressortir quelque chose, mais qui revient sur tous les conflits des couples. Donc là, si vous êtes en couple et que vous écoutez, attention, prenez des notes, ceci est pour vous. Dans la majorité des conflits dont on me fait part durant les séjours et les séances, c'est souvent de « oui, mais elle me respecte pas » ou « il comprend pas que moi j'ai besoin de ça, et de ça, et de ça ». Et en fait, il y a toujours des petits conflits qui émergent comme ça. « Oui, mais t'as dit ça. Ouais, mais toi t'as dit ça. » Et en fait, on se rend pas compte, absolument pas compte, qu'on reproche systématiquement des choses à l'autre, mais on ne lui communique jamais notre réelle peur. En fait, on communique pas pourquoi on réagit. On communique ce qui nous fait réagir. Oui, t'as fait ceci, t'as fait cela, et puis t'as dit ça. Mais on ne communique jamais sur « Waouh, au fond, tu sais quoi, j'ai méga peur de ça. » Et là, en fait, c'est plus du tout la même chose. Et on s'aperçoit en séance que quand on passe de « Oui, tu m'as manqué de respect » à « Oh, mais moi, en fait, j'ai une peur intense au fond que tu ne me vois pas ou que tu ne m'entendes pas dans notre relation ou que je ne me sente pas libre. » C'est plus du tout la même chose que tu m'as manqué de respect en me parlant
Oui, moi j'ai peur qu'effectivement on me voit pas, j'ai peur de pas réussir à prendre ma place au sein de notre foyer. Ah oui, non mais c'est plus du tout et la personne ne réagit plus de la même manière. Et quand on fait les exercices, on se rend compte qu'au lieu de non mais plutôt tire-moi comme ceci, tire-moi comme cela, je me sens... Je pense qu'il y a une partie de moi qui a un énorme besoin de sécurité, j'ai hyper peur d'être abandonnée. Ah oui, mais on réagit plus du tout de la même manière que quand on se sent infantilisé et guidé et quand on reçoit des ordres, quoi. Donc en fait, très souvent, et c'est pour ça que pour moi ça vient vraiment toucher à ce thème de la résilience, c'est accepter que en fait, là, maintenant, dans cette situation, l'autre il est parti peut-être en vrille, etc. Et moi, j'ai envie de l'attaquer, j'ai envie de le prendre à la gorge et de lui dire oui, mais toi, tu as fait ceci, tu as fait cela, nanani, nanana. Mais en fait, le truc, c'est que c'est complètement stérile. Et pour moi, ça, c'est justement l'absence de résilience. C'est quand on est toujours dans l'idée que c'est l'autre qui a généré, c'est l'autre qui est pas assez, qui est pas à la hauteur, qui a pas compris, qui a pas écouté, qui nous a mal interprété, enfin peu importe, voilà, c'est pas l'autre. L'idée, la première idée dans la résilience, c'est aussi de réaliser qu'on a une part de responsabilité dans la manière dont on se sent. Pas dans la situation, on est d'accord systématiquement, mais dans la manière dont on se sent. Ça fait vraiment penser à des principes de communication non violente où c'est... en fait, tu exprimes les faits, qu'est-ce qui s'est passé factuellement. Ensuite, tu dis qu'est-ce que ça t'a fait ressentir. C'est-à-dire, comme tu dis, en fait, c'est pas tu m'as fait ça, c'est moi. Tu reviens à je, en fait. C'est le je. Dans la communication non violente, c'est qu'est-ce que t'as senti. Oui, je me suis sentie infantilisée. Pourquoi ? Peut-être que ça vient de tel truc de mon enfance, de telle blessure. Là, on a une discussion qui est beaucoup plus intéressante. On s'arrête pas à l'événement, on s'arrête à qu'est-ce que ça vient toucher chez toi. Et si toi, ça t'a dérangé, si toi, ça t'a mis en colère, qu'est-ce que ça vient toucher chez toi. Et là, on ouvre le dialogue en couple. Et là, on est là à se dire, moi, c'est venu toucher ça, parce que j'ai vécu ça, parce qu'aujourd'hui, ça me fait réagir comme ça. Et toi, pourquoi t'as réagi comme ça face à ce que je t'ai dit ? Qu'est-ce que c'est venu toucher chez toi ? On peut en discuter ensemble. J'arrive pas à mettre le doigt dessus. Te connaissant, je pense que c'est peut-être lié à ça. Ça te parle ? Ah ouais, ça résonne. Puis moi, j'ai pensé à ça chez toi. Est-ce que tu penses que ça vient ? Et là, on rentre dans un truc phénoménal parce qu'on ne s'arrête pas à un événement. On vient décortiquer les fondements, en fait. Qu'est-ce que ça vient toucher ? Mais plus que ça, c'est aussi, et ça a toujours partie de la communication non violente, les besoins, en fait. Ok, maintenant qu'on a identifié ça, de quoi tu as besoin ? Moi, j'ai besoin que la prochaine fois que tu t'en vas pour telle date, pour tel truc, j'ai juste besoin d'être prévenue. Ok. Et toi, de quoi t'as besoin ? Moi, j'ai besoin que la prochaine fois qu'il y ait cette situation, n'importe quoi. Mais en fait, ça vient révéler aussi nos besoins fondamentaux. Et je pense que c'est comme ça qu'on construit quelque chose. La résilience, c'est une idée de construction aussi. Je l'ai dit dans un post il y a pas longtemps, on est des chantiers permanents. Et que ce soit nous ou dans les systèmes qu'on forme, comme en couple, comme en famille, on est des chantiers permanents. Sans cesse, faut sortir la grue, la pelleteuse, la bétonnière, mais pour construire qui on est au fond, un peu plus en fait. Et là, je parle d'entourage parce qu'on en parlait un peu en off, mais je pense qu'il y a aussi, quand on dit que la résilience, c'est pas forcément génétique et que ça vient de l'environnement et ça vient de notre volonté, ça vient aussi de notre entourage. Des personnes qui sont très très bien entourées auront beaucoup plus de facilité à construire une résilience que des personnes qui sont très mal entourées. Donc l'entourage quand même, c'est vous, ok, mais il y a aussi les personnes qui vous entourent qui vont énormément jouer sur votre capacité à transmuter vos épreuves. Mais on le voit entre nous les filles en vrai, quand on se réunit, il y en a souvent une qui a un truc qui va pas dans sa vie. Oui. Et ça va tellement mieux après. Juste parce qu'on se voit, parce qu'on discute, parce qu'on décortique. Et en fait, là, je me rends compte, moi, la dernière fois, je n'allais pas bien. Et quand je suis ressortie de l'entrevue avec vous, j'étais tellement mieux parce que vous m'avez aidé à construire une résilience. Et en fait, sans vous, ça aurait pris, je sais pas moi, des semaines, des mois. Et donc là, je vois l'importance de l'entourage dans cette idée de résilience. Ouais, je peux oui, intervenir juste, bien sûr. Comme tu dis, mal entouré. Moi, je veux juste préciser que c'est pas forcément entouré de personnes négatives, néfastes ou méchantes. Ça peut être tout simplement entouré de personnes qui elles-mêmes ne sont pas aujourd'hui dans une démarche de résilience ou qui ne sont pas en conscience de ce qui se passe à l'intérieur d'elles, n'ont pas l'habitude tout simplement, ou ne connaissent pas, n'ont pas les chemins vers elles. Donc en fait, vous allez avoir le chemin vers vous que votre entourage a vers lui-même. Donc c'est sûr que si l'un des deux dans le couple travaille, ça va faire travailler l'autre. Là où il peut y avoir justement des clashs ou des séparations, c'est quand il y en a un qui vraiment refuse
tout accès à lui-même. Et ça, c'est très douloureux. Parce que quand nous, on est prêt à déposer, quand il y en a un des deux qui veut aller déposer ce qu'il y a au fond, tu sais, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. C'est une grande vulnérabilité d'aller partager sur ce qu'il y a à aller au fond, ce qu'il y a à l'intérieur de nous, vraiment, et se rapprocher de soi. Mais si on est face à quelqu'un qui ne veut pas se rapprocher de lui, ou qui ne partage pas ce qu'il a à l'intérieur, non pas parce qu'il n'a pas envie, mais parce que voilà, c'est juste impossible de son côté, là, ça peut être compliqué à vivre dans le couple, mais dans l'entourage aussi. Et parfois, il y en a dans l'entourage, il y en a un qui va décider d'aller faire cette démarche vers lui, et quand l'entourage ne le fait pas, ils vont se dire « Oh, mais non, mais là, on l'a perdu, il a changé. » Non, il n'a pas changé, il est peut-être devenu plus lui-même, il est peut-être beaucoup plus en conscience de qui il est, et effectivement, il va avoir besoin de conversations avec des personnes qui vont être, elles aussi, beaucoup plus proches de ce qu'elles sont. On n'a pas envie d'être amis avec des gens parfaits qui nous racontent les courses qu'ils ont fait. On a envie d'être amis avec des gens qui nous ressentent, qui sont aussi vivants et qui vivent des choses comme nous on les vit, et qui tout simplement vont pouvoir écouter et nous aider à aller comprendre ce qu'il y a derrière. Sophie. Heureusement qu'on n'est pas filmé parce que j'ai levé le doigt comme une bonne élève que je suis. Mais incroyable ce que tu dis, parce que ça me fait penser encore. On a plein de discussions en off avant d'enregistrer qui sont toujours incroyables. Au fait que la résilience, c'est aussi d'accepter que sur son parcours de vie, il y a des gens qui sont faits pour rester et des gens qui sont faits juste pour passer. Toute rencontre physique, spirituelle, émotionnelle est une expérience, et il y a des gens qui sont faits pour partager l'expérience tout au long de notre vie, ce que j'espère croire, et puis il y a des gens qui sont là juste pour des leçons. Et des fois, la résilience, c'est accepter que des gens avec qui on a été amis, des gens avec qui on a vibré sur la même fréquence, puisque vous savez qu'on adore tout ramener à notre vibration. Je trouve que parfois la résilience, c'est aussi ça, c'est d'accepter qu'il y a des gens qui vibrent à la même fréquence que nous, et qui à un moment, en évoluant, en s'acceptant, en s'introspectant, qu'on le veuille ou non, on va créer une nouvelle vibration à l'intérieur de nous. Et que ce soit en amitié, en couple ou dans le boulot, c'est un choix qu'on fait chaque jour d'accepter que l'autre a émis une démarche d'évolution et que d'autres peut-être ne le feront pas. Et ça fait pas des autres des mauvaises ou des bonnes personnes, ni de nous une meilleure personne parce qu'on a décidé de rentrer en introspection avec nous-mêmes. En fait, tout est utile à tout, et on n'est qu'un en réalité si on va chercher beaucoup plus loin. Pour autant, dans notre expérience d'humain, on doit la vivre comme des humains et non comme des êtres spirituels. On est sur Terre en humain, pas pour faire vivre nos âmes, mais aussi pour faire vivre notre ego, notre corps, etc. Et l'acceptation, la résilience, c'est pour moi aussi accepter que on doit parfois se séparer de certaines personnes. Et c'est là que je vais l'opposer à ce que tu disais, la résignation, où c'est j'ai plus envie de lui parler, ou elle a plus les mêmes valeurs que moi, ou il est méchant, ou il est con, ou il est ceci, ou il est cela. Non, il vibre plus comme toi. T'as retiré ta leçon, avance. Et dès lors que t'es dans l'amour et dans l'acceptation, t'es dans la résilience et tu avances. Et ces personnes-là, tu les abandonnes pas. En fait, tu les remercies pour le chemin que t'as parcouru avec elles. Ouais, et puis je pense que tu peux même te retrouver avec certaines personnes. Si à un moment donné, il y a eu un gros écart, mais que ces personnes-là, justement, le fait de t'avoir perdu, ont commencé à s'interroger. Enfin, tu vois, tu es pas à l'abri que des vibrations reviennent, que des gens reviennent. C'est hyper fou parce que mon copain, justement, c'est un ami de ma sœur, et on s'est connus il y a plus de 10 ans. Et ensuite, lui et ma sœur se sont plus vus, etc. Et donc pendant 10 ans, on ne s'est pas vus, quoi. Et on s'est retrouvés là, seulement là, plus de 10 ans après. Et en fait, je me dis, c'est fou parce qu'on en a discuté ensemble et on s'est dit ça. On s'est dit, mais en même temps, si on s'était mis ensemble il y a 10 ans ou ne serait-ce que 5 ans, tu penses vraiment qu'on serait restés ensemble? Tu penses vraiment qu'on aurait vécu ce qu'on vit là actuellement? Et on se dit non, parce qu'aujourd'hui, on est dans une démarche tous les deux où on vibre sur la même longueur d'onde. Et c'était pas le cas avant, parce qu'on n'avait pas traversé ce qu'on a traversé maintenant, qu'on n'a pas aussi dépassé ce qu'on a pu dépasser, faire une sorte de, construire une résilience. Et je me dis que si on se retrouve maintenant, c'est pour une raison. Il y a effectivement des énergies, je pense, qui peuvent revenir dans nos vies, comme des énergies qui peuvent partir. Et je suis d'accord avec toi, Sophie, qu'il ne faut pas s'accrocher à certaines personnes en se disant j'ai encore des choses à retirer d'elle, parce que voilà. Non, il y a un moment donné, si vous arrivez à vous dire ok, merci pour ce que tu m'as appris, pas besoin d'insister jusqu'à ce que l'autre comprenne ce que vous lui apportez. Non, il fera son chemin. Il y a aussi certaines personnes dont il faut peut-être accepter de juste se détacher.
Et c'est peut-être ça aussi l'apprentissage et la résilience des fois. C'est juste de se dire, il y a des personnes pour qui c'est ok de couper le lien parce que c'est pas bon et pas juste de l'entretenir. Et moi, je voulais revenir aussi un peu sur du concret en termes d'exemples, en fait. Des exemples peut-être de notre vie perso. Où... Moi, je me rends compte que mon métier en lui-même, c'est mon plus bel exemple de résilience parce que à plein de niveaux, mon hypersensibilité, que j'ai souvent vue comme un handicap, mais aujourd'hui, c'est ma plus grande force dans mon métier. C'est vraiment un truc qui fait que, grâce à ça, je peux ressentir des choses que des gens mettraient des mois à travailler. Je le vois avec les élèves que j'ai en com animal. Les hypersensibles, ils sont quand même naturellement plus facilités dans cette pratique que ceux qui ne le sont pas. Et de la même manière, tout ce que j'ai vécu avec ma mère me rend aujourd'hui meilleure thérapeute dans tout ce qui concerne les problématiques de suicide et de ma mère, parce qu'en fait, des maternelles, parce que je me rends bien compte que les personnes qui ont des problématiques, par exemple, de viol, je ne les accompagne pas, à mon sens, aussi bien que des personnes qui me disent qu'ils ont vécu un suicide ou qu'ils ont vécu quelque chose de compliqué avec leur mère ou avec un parent violent. Parce que je l'ai vécu. Parce que j'ai trouvé des outils qui, moi, m'ont permis de construire une résilience. Et je ne fais que transmettre ma boîte, en fait. Je dis, voilà, moi, ça m'a aidé. Tenez, je vous transmets ma boîte que j'ai peut-être mis des années à construire et vous, ça sera en 1 heure que vous aurez cette boîte. Donc, tu vois, c'est pour ça aussi que je me dis, mon métier, quelque part, c'est trop beau parce que c'est ce qui me fait dire, voilà, tout ce que tu as vécu aujourd'hui, tu t'en sers comment pour faire du bien aux autres? Et qu'est-ce que c'est beau, en fait? Et là, pour moi, là... Pareil, en fait, on est exactement sur les mêmes sujets. Et en fait, on attire... C'est ça qui est drôle, c'est qu'on attire des personnes qui ont à transmuter les mêmes blessures que nous, en fait, et qui ont vécu des expériences qui sont communes. Ouais. Ça nous arrive à toutes les trois sur tous nos sujets, chacune, en fait. Et ça, c'est super intéressant, t'as raison de le dire. Après coup, tu le vois mieux, en fait, que t'es en train de transmuter et que tout le parcours personnel que t'as fait pour te sortir de là et réussir à donner un sens. Attention, l'idée de donner un sens, moi, parfois on me le dit, mais qu'est-ce que tu racontes, etc., que ton âme est venue choisir. Mais en fait, tu peux décider de donner aucun sens, tu peux décider d'en donner un, mais décide ce qui te fait du bien. Je le dis dans chaque podcast, mais on n'a pas plus de preuves que l'un ou l'autre soit vrai. Et en fait, tu finis toujours par obtenir la preuve de ce que tu crois. Donc fais très attention à ce que tu veux croire, tout simplement. Est-ce que tu veux croire que l'amour, ça n'existe pas, que toutes les relations d'amour, elles finissent mal? Ou est-ce que tu veux croire que l'amour, ça existe et qu'il y a un moyen d'être en couple longtemps? En fait, tu vas avoir la preuve. Si tu penses que l'amour n'existe pas, tu vas t'entourer que de couples, tu verras que tout ce qui marche pas chez les autres. Mais c'est comme les algorithmes des réseaux sociaux, tu sais. C'est exactement pareil. C'est ça. Mais l'énergie... c'est l'énergie. Le monde fonctionne comme ça, en fait. Effectivement, tu obtiendras toujours la preuve de tout ce en quoi tu crois. Mets-toi à croire à des trucs méga magiques, tu vas voir. Parce que la vie est bien plus belle et bien plus intéressante. Parce que moi, ce que je vois avec les chevaux... Aujourd'hui, j'ai plus du tout la même vision des chevaux que celle que j'avais il y a encore quelques années. Parce qu'il y a quelques années, je pensais que à ce que je faisais. Et à ce que, du coup, j'obtenais que la réponse, effectivement, et toutes les preuves du fait que les chevaux étaient ce que je pensais qu'ils étaient et l'interaction était ce que je pensais qu'elle était. En fait, même sans me dire a priori qu'il y a une forme de magie, comme je reste totalement ouverte et que je leur laisse une possibilité très très grande d'action, je suis obligée de constater qu'il y a des choses extrêmement spirituelles qui se passent, presque paranormales en fait, qui peuvent se passer, et de les accepter comme étant une réalité. Mais du coup, ma réalité, elle est heureuse, quoi. Et non, mais c'est vrai, j'en parlais hier avec mes enfants. Ma fille hier me dit, je lui dis, mais est-ce que tu parles avec ton ange gardien? Et elle me dit, non, ça n'existe pas, maman. Et ça m'a heurtée parce que je me dis, elle a que 7 ans. Et je voyais qu'elle avait envie. Mais tu sais, les 7 ans, on dit c'est l'âge de raison. Mais oui. et je me suis dit, et en fait, je lui ai posé la question, mais t'as envie que ça existe ou pas? Est-ce que t'as essayé de lui parler? Oui, mais moi, il me dit rien, maman. Ah peut-être qu'il te dit rien parce que tu lui as pas demandé. Et peut-être que... Et en fait, du coup, on a discuté là-dessus. J'ai pas envie de lui induire l'idée absolue qu'il existe un ange gardien. Mais je voulais quand même l'ouvrir sur... Et pourquoi il n'existerait pas? Qu'est-ce qui fait que tu penses que ça n'existe pas? C'est juste parce que tu n'entends pas? Parce que c'est trop intéressant que tu lis ça à l'enfance, en fait. Je pense que le problème, c'est que dès lors qu'on induit un peu de magie, un peu peut-être de spirituel, ou du moins un peu de fantaisie dans notre monde d'adultes rigides, on prend ça pour de la naïveté ou du manque de sérieux. Et j'ai fait un réel il y a pas longtemps là-dessus, où les gens me disent souvent « Ouais, mais t'es pétillante, tu débordes d'énergie », puis après qu'ils croient que je suis hyper naïve, et alors ouais, j'ai des côtés très naïfs. Mais c'est pas... Moi, je leur dis souvent « Ah ouais, donc ça veut dire que la joie de vivre, c'est le critère du sérieux ?»
Ça veut dire que parce que je suis enthousiaste, je suis pas quelqu'un de fiable sur qui on peut compter et qui est du coup une bonne thérapeute. Parce que c'est souvent dans mon métier en fait, où je vois le truc de oui bon la petite jeune là, elle est rigolote, hein, mais vraiment est-ce qu'elle va pouvoir m'apporter quelque chose? Alors on me l'a jamais dit, mais je l'ai senti. Je l'ai déjà senti dans des réunions avec des personnes notamment plus âgées que moi, des réunions thérapeutes, où bon, elle est rigolote, elle rigole beaucoup. Hein. Bah ouais, je rigole beaucoup, j'adore rire, enfin vraiment, je suis comme ça, je rigole pour rien, j'adore les blagues nulles. Mais est-ce que ça fait pour autant de moi quelqu'un qui n'est pas capable d'avoir des analyses fines, d'avoir des perceptions sensibles, de pouvoir réfléchir? Bah je pense pas. Et je pense pas que la rigidité, ce soit le critère du sérieux. Je pense que la joie de vivre aussi. Mais pourquoi dans notre monde c'est ancré comme ça? Parce qu'on associe la fantaisie et l'enthousiasme à l'enfance. Donc on se dit, si elle est comme ça, c'est qu'elle est pas sérieuse, c'est qu'elle est pas mature, parce qu'elle est encore enfant. Je suis désolée de vous le dire, mais la joie c'est aussi une émotion qu'on est capable d'éprouver en tant qu'adulte et qui, je pense, est extrêmement bénéfique. C'est de là que vient la résilience parfois aussi. Qu'est-ce que je t'ai répondu sous ce réel, tu te souviens? J'ai noté un truc qui va tellement bien avec notre sujet du jour. La joie, c'est ce qui te guide. Ashley, des fois, quand j'arrive là, je me dis putain, mais elle est encore perchée quand j'arrive chez elle. Elle a une nouvelle intuition, une nouvelle compréhension, toujours dans la joie et dans la bonne humeur. Et en réalité, tu m'as fait une réponse une fois que je t'ai piqué et que du coup j'ai copy-paste sous le réel de Nina. En fait, la joie, c'est ce qui te guide. Oui, c'est parce qu'il me semblait que ça, c'était le copyright Ashley. Voilà. Mais tant mieux, parce qu'en fait, tu m'as transmis quelque chose qui m'a transcendée parce que j'ai aussi longtemps... Alors, je l'ai plus, puisqu'on m'amène plus du tout de situation dans ce genre dans ma vie pour me tester. J'ai longtemps cru aussi que le fait que je sois quelqu'un de très énergétique, très dynamique, enfin quand j'arrive on me remarque tout de suite, j'en suis pleinement conscience, hein. Je fais vite le lien avec les gens, je vais vite rire et faire des blagues avec tout le monde, et souvent on associait ça à ah bah Sophie elle est rigolote, elle est sympa, elle est fun, du coup on avait du mal à croire que je pouvais être une mère adoptive qui gérait plusieurs sociétés et qui s'est débrouillée toute seule pour beaucoup de choses, mais même moi en fait j'avais du mal à le voir parce que je pensais que je donnais vie à ma croyance. En réalité, la joie, c'est aussi pour moi, et c'est même comme l'amour, puisque c'est un peu la même chose au fond, la résilience. Parce que la joie, c'est aller vers ce qu'on aime sans se poser de questions et qu'on devrait tellement se rappeler de ce qu'on était enfant. Parce que l'enfant, c'est l'incarnation à lui-même de la résilience. Et mais en fait, ce dont tu te rends pas compte, c'est que c'est beau ce qu'elle a dit. Ouais, puis quand t'es hyper en joie comme ça, tu es hyper magnétique pour les autres. T'as toujours attiré énormément les gens à toi. Et cette force et cette joie qui est très puissante, c'est un guide. Et effectivement, du coup, ça attire les autres vers toi aussi. C'est extrêmement rassurant pour des personnes qui sont autour de quelqu'un qui est en joie, ce sentiment-là. Et effectivement, je reviens juste sur du coup pourquoi est-ce que la joie est un guide. C'est que moi j'aime que effectivement voir les émotions comme des énergies et non pas comme des énergies d'action en fait qui sont là pour nous aider à avancer, à transmuter le problème justement, et non pas comme des énergies qui juste nous informent qu'il y en a un. Parce que souvent on a tendance à se dire une émotion c'est un message. Non. Pour moi l'émotion c'est l'énergie dont tu as besoin pour sortir de cette situation. Et donc d'où tout mon travail sur la peur, parce qu'on a tendance à penser que la peur doit être affrontée, et pour moi la peur est probablement aussi l'énergie dont tu as besoin pour avancer vers cette situation, parce que cette énergie-là est une énergie de recul et aussi d'analyse et d'étape et de je prends le temps et je fais autrement, de remise en question tout simplement, et donc elle est aussi utile pour avancer vers un sujet, vers un objectif, mais de la bonne manière en fait, tout simplement, pas d'une manière qui serait finalement pas alignée avec votre état intérieur. Et la joie, pour moi, c'est vraiment l'énergie qui nous indique que yes, c'est là que tu dois aller, vas-y, continue à mettre ton énergie dans cette activité, dans cette personne, dans ces relations, voilà. Mais c'est pas inscrit dans notre société. Regardez, dès lors qu'il y a des réunions sérieuses, les gens, ils sont dans des costumes trop serrés avec des cravates qui leur ferment le cou. Est-ce qu'on a déjà vu une réunion sérieuse de personnes qui arrivent avec des grands décolletés et des mini-jupes et des mecs qui seraient là avec des t-shirts bariolés? On n'a jamais vu ça. Imagine la réunion, c'est comme nous. Oh ouais, c'était une idée géniale. Mais c'est super. La prochaine fois que le président parle, il arrive avec une chemise hawaïenne, mais ça serait fantastique. Les gars, on va faire de la thune avec cette idée, j'adore. Mais ça serait fantastique d'avoir enfin accès à de la fantaisie et de l'associer au sérieux. Pourquoi on doit être dans des costumes trop serrés pour se dire qu'on n'est pas niais?
Non. Ouais, c'est En vrai. fait, ça m'a fait penser ce que tu disais, Sophie. Là, j'avais trop envie de dire. Ma meilleure amie, l'autre fois, m'a dit Nina, faut trop qu'on regarde ensemble mon film Plaisir coupable, que j'ose pas dire. Je lui dis, et c'est quoi? La revanche d'une blonde. Je lui dis, Attends, ok. j'adore moi aussi. Mais moi, je ne connaissais pas le film. Mais regardez-le, parce qu'il est Ouais. beaucoup plus profond qu'il n'en a l'air. On dirait un petit film niais de l'après-midi, mais pas du tout. Dans ce film, on voit une fille ultra girly, blonde, vraiment le cliché, et qui se fait en gros jeter par son mec qui va dans une super université américaine en lui disant je pourrais clairement pas avoir l'air sérieux en ayant une copine comme toi. Oh putain, un mec m'a dit ça quand Sauf j'étais que jeune. cette fille-là, ce que je trouve de formidable, c'est qu'elle se dit ok, parce que je suis comme ça, très joyeuse et très girly, tu penses que je peux pas être intelligente? Ben on va voir. Et je vais pas spoiler le film, mais c'est très intéressant parce que ce qu'on aime avec ma meilleure amie dans ce film, c'est qu'à aucun moment, elle va à l'encontre de qui elle est. Elle reste dans ce cliché blonde girly et pleine de joie et très enthousiaste de A à Z, et c'est ça qui lui permet de briller. Et c'est beau parce qu'en fait on se rend compte que on n'a pas besoin de devenir le cliché de la personne ultra sérieuse dans un costume trop serré pour finalement être résilient, pour être dans cette joie. Ben non, on peut juste rester nous-mêmes avec aussi cette part de nous, cette part d'enfance. Hein. L'enfant en nous, il est toujours là, hein, c'est toujours nous. Bien sûr. Et ben si on lui laisse un peu plus de place, on n'en deviendra pas plus niais. Au contraire, on deviendra un peu plus nous, et donc un peu plus brillant, et un peu plus joyeux certainement, et un peu plus résilient. La résilience, c'est laisser tomber le costume, quoi. Bah, dans tous les cas, c'est comme tout. On parlait, tu disais là, tu parlais de la guérison, mais en fait, finalement, effectivement, je suis d'accord avec toi que le terme guérison est pas le bon parce qu'on associe ça avec la fin de la douleur. Or, effectivement, il n'y aura jamais de fin, hein, je suis désolée de vous l'apprendre. La paix, c'est pas l'absence de sentiments, de ressenti, bah sinon on est mort en fait. Hein. Et oui. Sinon la paix, c'est que la mort. Ce serait dommage. Je dis ça, c'est notre phrase préférée, ça. En fait, quand t'es en paix totale, c'est que t'es mort, quoi. Non, mais c'est vrai. Pour l'avoir vécu, d'ailleurs, je peux vous le confirmer. Ah oui, c'est vrai. Et s'il se passe rien à l'intérieur, c'est qu'il y a un problème. Je te le dis, toi qui écoutes. Hein. Si vraiment tu te sens dans une paix incroyable, c'est qu'il n'y a rien à C'est l'intérieur. que tu es mort. Ou alors, sache-le. Ou alors tu as la même définition de la paix que nous, c'est-à-dire la résilience. Et donc du coup tu te sens en paix parce que tout simplement tu sais que tu es vraiment pleinement à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur, que tu as retrouvé les sensations de ce qui se passe. C'est souvent ce qui se passe sur mes programmes, hein. Quand les personnes commencent, très vite elles me disent mais moi j'ai jamais ressenti mes émotions comme ça, mais qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que c'est que ce tsunami? J'ai l'impression que là je vis mais de manière intense, comme si j'avais jamais senti, vu, ressenti les choses de cette manière, et là j'ai l'impression d'être submergée tout le temps. Ouais, non, en fait là de nouveau tu es proche de toi comme un enfant. L'enfant il pleure et il crie et il rit, voilà, de manière En enchaînant Il est vivant en l'ensemble. fait. Hein. Il est extrêmement vivant. Ouais, Donc il est bienvenue à la vie si t'es en train de vivre ça, et à l'inverse si tu sens que t'étais tout le temps un peu sur la retenue, ou que t'es quelqu'un qui est tout le temps tiré sur le cordeau comme ça, il n'y a pas beaucoup de variations, c'est qu'il y a un problème. Donc là, toi tu peux t'inscrire sur les programmes Libération, il n'y a pas de problème. Mais tu sais que j'ai eu des gens, moi à l'inverse, qui m'ont dit maintenant que je me sens reconnectée, je me demande si c'était pas mieux avant parce que c'était plus simple en fait, je ressentais pas. Et je l'ai Ça, vu c'est moi aussi par dit les plein de animaux. fois. Il y a des animaux, il y a des chevaux. Moi j'ai eu beaucoup ce cas de chevaux qui sont dans une pension horrible où ça se passe trop mal, il est sous-nourri, il vit en box, et la personne change le cheval de pension, arrive dans une écurie fantastique, c'est la vie idéale pour le cheval. Et Je là, veux dire chez Ashley, quoi. voilà, chez Ashley. Et en fait, le cheval, pendant des années, il a déclenché aucun problème. Et il arrive dans la super pension, il enchaîne abcès sur abcès, colique, tout ce que tu veux. Et là, les gens me disent, mais je comprends pas, pourquoi s'il va mieux, et il déclenche tous les problèmes. Je dis, mais parce qu'en fait, votre cheval, il était en mode survie pendant tellement de temps, il s'autorisait pas. Je dis, mais là, il allait exploser en fait. Il me dit, mais ouais, mais c'était mieux avant du coup. Je dis, mais non, parce qu'en fait, là, vous allez arriver à un point de rupture. Je dis, là, il lâche. Comme, vous savez, c'est dans votre vie quotidienne, là, vous êtes en vacances et boum, vous tombez malade. C'est pile le moment où vous êtes trop bien et que vous pouvez profiter que vous tombez malade parce que votre corps, enfin, il se relâche, il se permet de vivre ce qu'il a enfermé en lui pour vous permettre de survivre. Et là, en fait, vous arrivez dans un moment où vous passez de la survie à la vie. Vous n'êtes plus au-dessus de vous-même ou en dessous, vous n'êtes plus dans la survie. Vous êtes en train de vivre. Et je vois, Sophie, ça touche quelque chose là, non? Ah ben ça fait rire Ashley, parce qu'en fait depuis que je suis en couple et profondément heureuse avec quelqu'un d'extrêmement sécure, merci à toutes ces années de travail et à l'univers de m'avoir envoyé mon canard. Bonjour canard. Mon amour, je t'aime. Ça je l'aurais jamais dit, hein, non. Et en fait je fais des crises d'angoisse, mais Ashley, il est 3h du matin, je suis en train de mourir dans mon lit,
ça ne va pas, je suis trop heureuse, je vais mourir, il est certain que je vais mourir, il est certain. Voilà, je suis... En fait, mon corps relâche parce qu'il peut enfin s'appuyer sur quelqu'un. Ouais. Exactement. Et en fait, c'est... Alors ouais, c'est tentant de se dire, ah, j'ai envie de revenir à ce moment où tout allait bien. Mais je veux qu'on me fasse du mal, je veux qu'on me rejette, rejetez-moi, pourquoi il est là, lui, mais pourquoi c'est il prend ça. soin de moi? Alors que non, en fait, à partir... Ouais, ok, c'est un nouveau fonctionnement, mais il est tellement plus bénéfique parce qu'alors là, vous n'aurez plus besoin de somatiser tous vos problèmes. Vous n'aurez plus besoin d'avoir de l'angoisse à répétition parce que vous permettrez juste de ressentir. Parce que l'avant, qui peut être si tentant de se dire, mais ça allait bien, mon cheval, il avait plus de soucis, moi, j'avais aucun souci. Ah ouais? Replongez-vous dans ces moments-là. Vraiment, vous aviez aucun souci? Pourquoi t'avais des grippes tout le temps? Pourquoi t'avais des crises d'angoisse tout le temps? Mais parce qu'en fait, t'étais pas connecté à ce que tu vivais. Aujourd'hui, ouais, tu vas vivre. Donc sur le moment, ça va être peut-être, waouh, je suis en train de vraiment de pleurer là. Ok. Ouais, mais par contre, parce que tu pleures, t'auras pas l'eczéma qui vient derrière en fait. Enfin, c'est très raccourci, mais c'est un peu une manière d'exprimer ce qui se passe. Ouais, c'est quand même le chemin. Après, il peut y avoir des personnes pour qui il va jamais rien se passer pendant des années. Et effectivement, au moment où ils vont se tourner vers eux, ça va sortir. Mais en général, on le regrette pas parce qu'on arrive du coup à... Forcément, en fait, quand d'un coup tu veux vivre ta vie alors que ça fait 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans que tu l'as pas fait, en fait, qu'est-ce que ça va déclencher? C'est que déjà, là où avant tu tolérais, tu vas plus tolérer. Donc tu vas plus voir les choses de la même manière. En plus, souvent, tu vas avoir envie de changer de travail, de changer de fréquentation, de tout changer. Et en fait, du coup, ta vie, tu vas te dire, mais tout ce qui était important pour moi ne l'est plus. Et donc, voilà, forcément, tout va changer autour et tout va devenir plus intense, mais aussi plus vrai, plus authentique. Donc tu vas être beaucoup plus touché, c'est normal. Et ça me faisait penser, quand tu parlais du cheval tout à l'heure aussi, un cas de figure... je sais pas si ça a vraiment à voir avec la résilience, mais c'est pas grave, allez, oui, c'est le dernier. C'est le dernier, on partage tout, on partage la résilience. On partage tout. En fait, non, mais ça parlera peut-être à des personnes aussi, c'est qu'il y a des personnes qui se rendent pas compte, en fait, du besoin de leurs chevaux, et en fait, c'est des personnes qui sont les plus déconnectées d'elles-mêmes, parce qu'on parlait de la déconnexion. Du coup, elles ne voient pas que le cheval, il a pas du tout ce qu'il lui faut. En fait, elles se rendent pas compte que l'écurie est pas bonne. C'est pour ça que ça me faisait rebondir dessus, parce que j'ai pas mal de personnes qui viennent vers moi et je leur dis, est-ce que le cheval il a tout ce qu'il faut? Oui, alors comment il vit? Il a ça, il a ça, il a ça, il a ça. Et moi je me rends compte en regardant les photos, en regardant le lieu de vie, qu'en fait le cheval il a pas du tout tous ses besoins qui sont remplis et qu'il est pas du tout dans un environnement qui lui sied, mais les personnes ne peuvent pas le voir. Et ça c'est super intéressant sur qu'est-ce qu'elles peuvent voir, qu'est-ce qu'elles s'autorisent à voir sur leurs propres besoins. Là, en général, je vois tout de suite qu'il y a une problématique, parce que quelqu'un qui est très proche de ses propres besoins ne peut plus faire vivre son cheval dans un box et lui faire vivre une vie qui n'est pas du tout la sienne, en fait. Donc, c'est rigolo, vous pouvez voir, les personnes qui sont les plus éloignées des besoins fondamentaux de leurs chevaux sont les plus éloignées de leurs propres besoins fondamentaux. Et un jour, elles vont revenir à elles-mêmes, ça se fait petit à petit, enfin, j'espère en tout cas pour ces personnes-là. Et là, ça peut faire mal, parce que quand on réalise qu'on était à côté de la plaque, et que, en fait, ça nous arrange pas toujours la personne qu'on est vraiment par rapport à celle qu'on avait envie d'être. Et donc, voilà, il y a ce côté, ça m'arrange pas. Donc, non, ça arrange pas, parce que du coup, le travail que je fais, je me rends compte que c'est pas du tout ce que je veux, et que ce que je veux faire, ça me ferait pas beaucoup gagner ma vie, et donc je pourrais pas maintenir mon... ça, c'est... Ce podcast pourrait durer des heures, je pense à une amie à moi qui vient de décrocher un nouveau job, alors que parallèlement à son job précédent, elle avait créé sa micro-entreprise dans un domaine où quand t'arrivais chez elle, tu te disais mais elle est tellement à sa place, c'est tellement énorme, il faut qu'elle quitte son boulot où elle gagne extrêmement bien sa vie et qu'elle aille vers cette activité qui certes lui ramène beaucoup moins en termes de monnaie, mais alors qui en termes de joie de vivre, on dirait une enfant à chaque fois que tu franchis les portes. Et elle m'a annoncé il y a pas longtemps qu'elle avait une bonne nouvelle à annoncer, et j'ai senti dans l'énergie, ah putain, elle va pas du tout m'annoncer qu'elle garde sa boutique, elle va m'annoncer autre chose. Et oui, elle m'a annoncé qu'elle avait décroché un poste encore plus grand, encore plus important pour un groupe encore plus grand, où elle va gagner encore plus, et où elle avait l'air très heureuse, parce qu'au moment où elle le vit, c'est ça, elle est pas connectée à sa joie de l'enfant, tu vois, pour moi. Mais j'ai pas à lui dire, non, surtout, non, ce que tu dois faire, ce qui te fait le plus vibrer, c'est ta boutique, tu vois. D'ailleurs, quand elle a annoncé que c'était la fermeture, tous les gens qui lui avaient acheté quelque chose sur les 2 dernières années sont venus à la boutique. Et la boutique débordait, j'ai envie de pleurer. Elle en a elle-même pleuré. Et c'est là où nous, on doit travailler. Ok, la conclusion elle va être incroyable sur notre résilience en tant que thérapeute, en tant qu'humain, en tant que personne qui capte, parce que j'ai vu qu'elle allait pas là où elle est le plus heureuse. Mais j'aurais aucun pouvoir sur ma résilience à moi, c'est de me dire...
elle doit vivre ce qu'elle a à vivre, le chemin qu'elle doit vivre. Je ne peux rien faire. Je suis pas Dieu, j'ai aucun pouvoir sur elle. Et du coup, j'ai envie de terminer là-dessus aussi sur le rôle du thérapeute. J'avais fait un post là-dessus, d'ailleurs, sur Instagram, qui avait marché de feu de Dieu, sur le fait que... Alors moi, j'avais utilisé le mot guérisseur, parce que c'est vrai que pour moi, c'était en lien avec healing, donc avec, avec la résilience, en vrai. Mais l'idée, c'était que, pour moi, le vrai rôle de la personne qui vous accompagne dans votre chemin vers cette résilience, justement, c'est de vous donner les clés pour y parvenir par vous-même. Et c'est, en fait, l'autre va pas vous soigner, vous guider, vous donner des solutions. L'idée, c'est que pour moi, là où on devient vraiment, vraiment impactant dans la vie de l'autre, c'est quand on lui permet d'être son propre... Alors moi, j'avais marqué d'être son propre guérisseur, de réveiller son guérisseur en lui, mais vous voyez ce que je veux dire avec le mot guérison, du coup, qui n'est pas l'absence de ressenti, mais plutôt de réveiller le propre thérapeute, si on veut, qui est en vous, pour vous permettre de vous observer, de vous guider comme si vous étiez votre thérapeute et donc de plus dépendre de qui que ce soit, bien entendu, alors que c'est une super idée de vous entourer et d'aller parler, mais vraiment l'idée de toujours réveiller à l'intérieur de vous votre propre guide pour pouvoir avancer. Ça, j'ai envie de conclure avec Sophie, tu sais, tu disais au début, tu étais ultra connectée, tu as fait un tirage de folie, on a eu droit à des tirages de D'ailleurs, il y a folie. des promos en ce moment sur mes tirages, je vous invite à aller consulter mon site internet. Ouais, je vous invite parce que moi j'ai jamais connu des tirages aussi puissants que ceux de Sophie. Donc là, elle nous a fait un truc avant le podcast. J'ai eu le droit à la carte de la survivante. Quoi de mieux pour ce podcast de la résilience? Et il y a des phrases pour décrire cette carte qui sont assez intéressantes, qui justement disent que, en fait, j'aime bien cette phrase, je me suis entièrement démantelée pour ressurgir, poussée par ma passion pour la vie. Parce que je pense qu'en fait, c'est là aussi la résilience. Il y a certaines personnes qui auront plus l'envie, parce qu'il y a dans envie, il y a vie. C'est est-ce que tu as envie de la vie, en fait? Parce que, ok, c'est chouette d'aller apprendre, etc. Mais ça, c'est si tu as envie de vivre. Et ce sera pas le cas de tout le monde, là aussi. Je vous rejoins les filles, il faut accepter que ce soit pas le cas de tout le monde. D'avoir cette passion pour la vie, parce que c'est ça qui fait qu'on va avoir envie de transmuter, de transcender et d'être résilient. C'est parce qu'on se dit que moi j'ai envie de vivre, j'ai ma passion pour la vie. Même si j'ai été entièrement démantelée, comme le dit une partie de ce message de cette carte. J'ai été démantelée, est-ce que j'en reste là? Non, pourquoi? Parce que j'ai envie de vivre. J'ai rien à ajouter. Trop beau. On reviendra bientôt, très 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 vite, avec d'autres sujets ultra croustillants. Oui, je sais pas si on va dire qu'en 2025, nos podcasts. Non mais là, on a envie de se lâcher, donc on va aller à fond dans la spiritualité, on va aller explorer la sexualité. Allez, on le dit. On va parler de cul, d'esprit, de fantômes, de phénomènes paranormaux. De tout ce qui nous passionne. De tout ce qui nous passionne aussi, parler aussi de la place qu'on va s'accorder à nos 3 fois plus puissantes. Je pense que vous vous en doutez, mais ce n'est que le début. Et il n'y aura pas de politiquement correct. Voilà, je crois qu'on peut conclure là-dessus. Merci de votre écoute. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci. Merveilleux.